Et notre invité ce soir est Jean-Louis Butret. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération Environnement Durable. On va aborder la question de la COP21 dans une seconde, mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre fédération Environnement Durable? C'est une fédération d'associations. Actuellement, le nombre dépasse 1050. Et tous les jours, pratiquement, on a des nouveaux adhérents parce que, comme on s'occupe bien sûr des éoliennes qui poussent partout en France, tous les jours, il y a des gens qui sont confrontés à ces problèmes. Donc, c'est la Fédération Environnement Durable. Et en tant que spécialiste de l'environnement, est-ce que vous pensez que la COP21 peut apporter des changements concrets dans les pays qui vont y participer ? Non, enfin honnêtement, je pense que c'est une affaire absolument mal partie depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que d'abord, est-ce que le gaz carbonique est ou non facteur de réchauffement du climat ? Il y en a qui le disent, mais ce qui est scandaleux, c'est que ceux qui osent dire que c'est pas vrai n'ont pas le droit, ce qui est pas normal. Mais surtout, même si on admet que c'est ce CO2 et qu'on fait le bilan mondial du CO2, et on s'aperçoit que c'est quoi? C'est toutes les grandes civilisations actuellement, disons, développées, se sont développées à partir du charbon qui émet du CO2, des ressources fossiles qui émettent du CO2, et maintenant, elles regardent les pays qui se développent, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, qui sont une masse de personnes bien plus importante, qui sont en train de faire la même chose et qui utilisent leurs ressources pour se développer. Donc, si vous aimez mieux, c'est des pays riches qui d'un seul coup veulent imposer aux pays pauvres un non-développement de leur énergie qui provient des ressources fossiles. Donc, c'est d'abord injuste. De quoi on se mêle lorsqu'on dit ça ? Et ensuite, quand on regarde les chiffres et qu'on voit où en est l'Inde et où en est la Chine, comment peut-on leur interdire de se développer? Par exemple, un domaine que je connais bien, c'est l'électricité. Va-t-on leur interdire d'accéder à l'électricité? C'est pas normal. Donc, et quand on voit les masses de gens qu'il faut, si vous voulez, amener à un niveau de développement correct dans le monde, je rappelle que c'est quand même ça qui permet à des gens de se soigner, à tout un tas de choses, disons, de se moderniser. Si on veut les interdire, ce n'est pas moral. Donc, je sais que le président de la République se balade actuellement dans un certain nombre de pays pour essayer d'extorquer, j'allais dire, des accords à ces gens-là, qui on peut toujours promettre en 2030 ou 2100, hein. Mais franchement, imaginez qu'ils vont pouvoir réduire leurs émissions comme on voudrait, je crois que c'est pas raisonnable. Et tout ça, c'est sur un mensonge général. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, derrière ce mensonge, c'est de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va prendre de l'argent sur un certain nombre de gens, on va le redistribuer. Et là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est moral? C'est une espèce de bakchiche qu'on donne aux gens. Les pays, disons, riches, ont-ils le droit d'imposer à ces gens qui se développent des contraintes? Il y a un vrai problème, et un problème moral. Alors, il y a l'aspect politique, hein. Vous évoquiez à l'instant la tournée de François Hollande en Asie, là je crois qu'il est aujourd'hui en Corée du Sud. Il y a aussi l'aspect lobby. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le rôle des lobbies dans la COP21? Écoutez, dès que vous avez des subventions, et que ces subventions sont redistribuées, il y a un certain nombre de gens qui se disent on va s'en sortir, on va essayer de les accaparer. Donc vous avez tout un tas d'abord les industriels. Une industrie, c'est pas quelque chose il faut sortir des résultats, il faut être compétitif. À partir du moment où on voit un paquet d'argent facile à acquérir, il est normal que les industries le fassent ou créent des filiales pour le faire. Donc déjà, si vous voulez, il y a déséquilibre du monde libéral et du monde économique, ce qui n'est pas normal. Mais en plus, autour de ça, vous avez des affairistes. Il est évident que quand on peut faire fortune facilement avec des crédits qui arrivent comme ça, il y a un certain nombre de gens qui s'en privent pas. Et dans le domaine que je connais bien, dont on va parler, c'est l'éolien. Actuellement, vous avez des gens, les plus grandes fortunes de France ont été faites avec cet argent des subventions, ou du moins donc il y a une immoralité dans le système et c'est ça qu'il faut corriger. Alors, les promoteurs de la COP21 parlent de la création de 60 millions d'emplois d'ici à 2030 dans le monde. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, de toute façon, quand un industriel veut justifier quelque chose, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien,
de quoi il parle? Quand il y a un problème, c'est l'emploi, il va vous promettre la lune, c'est-à-dire qu'il va vous dire je vais créer de l'emploi. Mais quand on fait le bilan, d'abord il faut regarder les emplois créés, il y en aura, mais les emplois détruits. Et le cas de la France est typique, c'est-à-dire aujourd'hui les industriels des énergies renouvelables promettent, depuis 10 ans du reste, de création d'emplois, ils disent jamais combien d'emplois sont détruits et comment ils mettent en péril la France. Et ça, si vous voulez, c'est une analyse qui mériterait d'être faite. Justement, dans votre ouvrage, l'imposture, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle L'imposture, pourquoi l'éolien est un danger pour la France. Cet ouvrage, il va à l'encontre des décisions qui vont être prises par la COP21. Alors pourquoi, selon vous, sont-elles, les éoliennes, pourquoi sont-elles un danger pour la France? Mais si vous avez vu, la COP21, normalement, est très éloignée de l'électricité faite en France et des éoliennes. Quand on fait le bilan, on regarde comment la France fait son électricité, on ne produit pas de gaz à effet de serre. C'est un domaine, alors on peut aimer ou pas aimer l'énergie nucléaire, moi personnellement je l'aime pas, mais j'ai travaillé 3 ans quand même, donc les gens qui parlent de l'énergie nucléaire, qui disent des choses absolument hallucinantes, pendant 3 ans de mon existence, comme jeune ingénieur, j'ai pris des rayonnements. Donc je sais de quoi je parle. J'aime pas beaucoup cette industrie, mais au moins cette industrie a un avantage, elle ne produit pas de CO2, l'électricité faite en France ne produit pas de CO2. Alors, s'amuser à dire qu'on va, parce qu'on met des éoliennes, des panneaux solaires, réduire notre bilan CO2, c'est rien. Donc c'est un mensonge. Surtout quand on analyse, en réalité, ça en produit plus que ça en économise. Mais c'est oui, il y a un mensonge. Mais par contre, les industriels s'en servent. C'est fantastique tous les jours. Enfin, je m'excuse. Vous ouvrez la radio, paf, la COP21. Il y a des enfants qui vont ça. Ensuite, vous ouvrez la télé, il faut la fermer tout de suite parce que c'est la COP21. Non, arrêtons, ça fait 6 mois qu'on fait COP21, c'est de la politique, c'est pas de la science, c'est pas de l'énergie, c'est de la communication. Et malheureusement, derrière cette communication, je crains que ça soit de l'électoralisme pour accaparer des voix vertes ou des choses comme ça, ce qui est lamentable. Donc si vous voulez, moi je pense que dans le cas de l'éolien, ça ne fait rien sur le bilan CO2 et de la France, c'est plutôt négatif. Et même si ça faisait quelque chose, à l'échelle mondiale, j'avais fait un calcul, ça serait de l'ordre de 0,1% que ça pourrait peut-être faire bouger le curseur. Donc on plaisante dans ces cas-là. Mais, alors oui, on va sauver la France, on va sauver la planète, etc. Et on va créer de l'emploi, c'est du marketing. Alors selon vous, Jean-Louis Buttré, quelles seraient les mesures concrètes que les États pourraient mettre en œuvre pour justement améliorer l'air, l'environnement leur environnement? D'abord, quand on parle d'écologie, on est polarisé sur le CO2, on est polarisé, et je vous dis, on n'est pas sûr, et je m'excuse, mais enfin les gens qui sont des scientifiques et qui disent l'inverse, on les fait taire, ce qui n'est pas normal, ça c'est inadmissible. Mais en supposant que ça fasse quelque chose, c'est pas ça le vrai problème. Dans la pollution, vous avez bien d'autres problèmes. Vous avez eu le problème du diesel, les particules, c'est un vrai problème. Ensuite, dans les polluants, il y a autre chose que le CO2. Donc, si on veut s'attaquer disons, à améliorer la santé mondiale, il faut peut-être aller aussi vers d'autres choses plus importantes. Maintenant, si on regarde les problèmes énergétiques, on est dans des civilisations de plus en plus dépensières d'énergie. Et tout le modèle que l'on donne au monde entier, c'est de dépenser plus et exponentiellement. Et ça, c'est pas acceptable. Et quand on voit le gâchis partout concernant l'énergie qui est derrière, il suffirait qu'on commence à prendre des mesures simples, sérieuses, honnêtes, pour limiter un peu cette dépense, pour que franchement ça soit bien plus influent que tout ce qu'on va faire en investissant n'importe quoi et en donnant de l'argent à droite à gauche. Et comme mesure simple, il y aurait quoi concrètement? Prenons par exemple l'architecture. Et vous avez des gens qui essaient de réfléchir en se disant, bon, une maison ça consomme de l'énergie, ça pollue, etc. Est-ce qu'on peut pas, à l'échelle individuelle ou même du petit collectif, imaginer des systèmes beaucoup plus sobres, aussi bien construits, mieux avec des matériaux. Donc ça passe par les matériaux, ça passe par... Et là, vous avez la création d'emplois. Pourquoi? Parce qu'il y a de la recherche. Et une recherche très vaste. Si vous parlez des matériaux, il y a les matériaux, c'est un monde phénoménal. Ensuite, quand vous parlez d'économie d'énergie, vous avez aussi plein d'astuces et vous avez plein de PME, d'abord de chercheurs, les gens qui font du développement, de PME, qui peuvent travailler là-dedans. Et malheureusement, je dis bien, tout l'argent qu'on dépense
on va parler de l'éolien, mais en achetant des éoliennes qui proviennent d'Allemagne et du Danemark qui se gavent avec ce qu'on fait, si on les avait mis dans cette recherche et développement. Vous savez, on a des jeunes qui sortent de grandes écoles. Il y a vraiment des bons. Nos grandes écoles, nos universités sont à l'échelle mondiale. S'ils ne trouvent pas de débouchés dans la recherche et le développement, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Et ça, c'est inadmissible. Et si vous voulez, on dépense de l'argent qu'on aurait pu donner pour faire du développement. Alors vous allez me dire, le développement, ah oui, mais c'est pas demain. Non, c'est pas demain. C'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans, mais au moins la France aura des brevets, aura peut-être, dans tous ces domaines-là, on essaie toujours de prévoir l'avenir, et moi ça m'amuse toujours quand j'entends dire à l'horizon 2100. Toute l'histoire des sciences est basée sur des ruptures. Tous les gens qui à un moment donné croyaient à quelque chose à 10 ans se sont trompés. Donc dans 10 ans, dans 20 ans, il y a un chercheur dans son labo ou ailleurs qui inventera quelque chose, comme ça c'est toujours fait, qui révolutionnera, et toutes ces technologies seront obsolètes. Ça arrivera, ben, mettez-nous en position pour être parmi les meilleurs là, dans ce domaine. Et mettons tout le paquet dans la recherche. Voilà exactement ce que je pense. Alors vous parliez du nucléaire tout à l'heure, on va y revenir justement. Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, a annoncé qu'il allait prolonger la vie de 58 centrales et en construire de 30 à 40 nouvelles d'ici 2050, donc une fois de plus le temps long. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire, c'est le folklore, c'est la cacophonie absolument hallucinante. Enfin, qu'à un niveau d'un État, on en arrive à cette pagaille énergétique, c'est incroyable. Pourquoi? Quand on regarde ce que fait EDF, c'est de l'électricité. Comment l'électricité est faite? En France, elle est faite 78%, que les gens le sachent, par des réacteurs nucléaires, il y en a 58. Et puis, il y a 10% qui est fait par les centrales hydroélectriques, c'est-à-dire des barrages. Puis ensuite, il y a les centrales thermiques. Et on a actuellement 3-4% fait par tout ce qu'on voit, ce fatras d'éoliennes, de panneaux solaires et tout. Donc vous voyez, déjà, ça pèse pas beaucoup. Et on s'imagine qu'on va facilement switcher l'un autre. Non, c'est pas vrai. Et alors, le Grenelle, qui était déjà un grand mensonge, avec Madame Kosciusko-Morizet et Monsieur Borloo en tête, ils étaient extraordinaires, on fait un programme pour augmenter les énergies renouvelables. Donc le 1% de l'époque ou 2%, il est passé à 3 ou 4. Puis ensuite, on fait croire, parce qu'ils en ont pas parlé, qu'on allait obligatoirement réduire le nucléaire. Bon. Disons, les suivants, c'est-à-dire le PS avec le programme de François Hollande, c'est on va réduire notre consommation, alors ça faut le faire, d'électricité nucléaire de 78 à 50%. Bon, toute personne un peu sensée qui l'écoute ou qui regarde son programme se dit ah ben fantastique, on a 58 réacteurs nucléaires, on va en fermer, fait le calcul mentalement 20. Mais ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Et on a fait des plans sans se poser la question fondamentale. Avant toute chose, est-ce qu'on arrête le nucléaire ou est-ce qu'on le poursuit? Et tant qu'on n'aura pas décidé, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue, on est dans le flou total. Alors ça aboutit à des choses extraordinaires. C'est à quelques semaines, vous avez la transition énergétique. Alors là, bloum, pendant 6 mois, on parle. Alors acte les, on développe les énergies renouvelables. Disons, on bride le nucléaire de 78. Et puis, on nomme un président de l'EDF, Jean-Bernard Lévy, donc il dépend quand même. Il faut savoir que EDF est majoritairement l'État. Donc quand EDF parle, c'est l'État. Ou moins l'actionnaire peut le mettre à la porte. Donc, Jean-Bernard Lévy, honnêtement, parce que je crois qu'il ne peut pas faire autrement, c'est tout, a dit publiquement, non attendez, moi voilà mon plan. 1. Je vais poursuivre les centrales existantes et je vais porter leur durée de vie de 30 à 60 ans. Hein? Déjà, c'est hallucinant. Mais alors, deuxièmement, il rajoute, écoutez, on va construire 30 à 40 nouvelles centrales pour 200 milliards d'euros. Vous voyez, déjà, le niveau, on n'est pas du tout dans les petites économies ou les machins. Non, là, on investit. C'est quand même l'État, notre EDF, qui dit ça. Alors que 2 mois avant, ils avaient dit on réduit de 50 à 50%. Incohérence totale. Mais alors quand on rajoute à cette... Et comment on a pu arriver justement à cette incohérence? Comment Jean-Bernard Lévy a pu... Personne dirige. Voilà. La France n'est plus dirigée. On zigzague en fonction... C'est mon impôt. Enfin écoutez,
On zigzague en fonction de voix, de choses comme ça pour avoir la majorité. On n'a plus de réflexion saine en enlevant tout ça. Or, quand on parle de physique, quand on parle d'énergie, on est sur des bases scientifiques. Alors le troisième entité qui arrive là-dedans, alors elle est extraordinaire. C'est l'agence de maîtrise de l'énergie. En réalité, c'est une agence qui a complètement été, disons, prise en main par justement ces promoteurs d'énergie renouvelable. C'est les mêmes. Il faut savoir, ADEME et les syndicats des professionnels de l'éolien, c'est les mêmes personnes. Puisqu'ils ont nommé le président qui venait. Bon, enfin, on va pas polémiquer sur les noms, mais c'est quand même, faut montrer la collusion entre un service normalement indépendant de l'État qui doit juger et des industriels qui eux sont là, c'est des privés qui sont là pour faire de l'argent. Donc c'est pas exactement la même chose. Alors l'ADEME dit cette chose hallucinante, mais si en 2050 on peut faire 100% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire arrêter le nucléaire. C'est-à-dire que l'État, en quelques semaines, dit on peut arrêter le nucléaire à travers l'ADEME, on peut le réduire à 50% à travers la loi, et le président qui fait de l'électricité, non, on va au contraire. Et à partir du moment où il dit on développe le nucléaire, tout le reste se casse la figure, c'est pas la peine d'investir 2 fois dans des choses qui servent plus à rien par rapport à cette énergie. Donc on est en plein délire. Ça n'a pas l'air de choquer, mais moi j'avoue, quand je regarde ça, je me dis mais quand est-ce qu'on arrivera à avoir quelque chose de sain? Et je vous dis, les gens qui m'écoutent se disent, ah ben oui, ils travaillent pour Areva. Non, je ne peux pas voir en peinture Areva. Que ça soit clair. Areva, d'abord, il joue sur tous les tableaux, il mange au râtelier, il se débrouille tellement bien qu'il va faire faillite et on va se vendre aux Chinois. Vous voyez à peu près comme on a fait du reste une partie de notre industrie, c'est lamentable. Mais c'est pas normal qu'à un moment donné, on décide pas, on continue, on s'arrête. Et le jour où on aura fait ça, à ce moment-là, on pourra faire un plan. Avant, c'est de la littérature. Alors Jean-Louis Borloo a été interrogé récemment sur France 2. Il a expliqué qu'il allait se lancer dans un grand projet pour amener l'électricité en Afrique, notamment en installant des éoliennes et des panneaux solaires. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous savez, moi j'ai bien vu comment ça s'est passé au moment du Grenelle, où les problèmes électoralistes ont pris le pas sur des données scientifiques. Ensuite, j'ai vu comment derrière vous aviez tout un tas de gens qui se sont gavés avec justement ces fameuses subventions qui viennent soit de l'Europe, soit d'autres organismes ou directement du reste des factures d'électricité. Et je crois qu'un certain nombre de gens qui sont des affairistes, je m'excuse, se disent qu'après tout, pourquoi pas en profiter? Alors ils trouvent toujours quelque chose. Vous savez, aller faire pleurer les gens en disant je vais mettre une éolienne dans le Sahara, oui, ça passe bien à la télé et tout. Moi j'aimerais bien savoir, s'il y a eu des études sérieuses, 2, avec quel crédit c'est fait, d'où vient l'argent, parce que là aussi, qui va payer? Est-ce que c'est pas une redistribution d'un certain nombre de crédits qu'on va prendre sur les citoyens pour... Et quand on dit redistribution, en général, vous savez, c'est comme les agriculteurs. Ils voient le début, ils voient la distribution derrière. Entre les deux, il y a quand même un petit peu de perte en ligne. Donc, je pense que c'est ça. Et malheureusement, c'est encore des gens qui tournent autour de ça. Alors, le monsieur météo de France 2, Philippe Verdier, a été licencié là récemment pour avoir publié son livre Climato-sceptique. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une honte. C'est une honte. Je le dis et je ne pensais pas qu'en France on en soit arrivé là. Ceux qui se battent pas pour la liberté d'expression sont, j'allais dire, méprisables. Et je le dis franchement, licencier quelqu'un pour son opinion, mais où va la France? Toute l'histoire de la France, ça a été une France qui s'est construite sur des gens qui contestaient à un moment donné. Alors on peut être d'accord. Et je vous dis... Je ne suis pas un homme de droite ou de gauche, mais je pense que la liberté d'expression, c'est fondamental. Et tous les journalistes devraient peser ce qui s'est fait. C'est pire que Charlie. C'est vraiment une honte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben oui, écoutez, tout le monde dit le climat, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord, écoutons-les. Monsieur le Président de la République, il est puni. C'est pas normal. Et à propos de Nathalie Kosciusko-Morizet qui qualifie les climato-sceptiques de connards, ça vous inspire? Je la comprends pas, parce que c'est une femme intelligente, elle a fait une grande école, Polytechnique, oui, donc c'est plutôt une école respectable dans l'histoire de la France, et qu'elle dise ça, déjà, c'est vraiment, pour ses collègues, je trouve ça lamentable. Enfin bon, c'est un problème. Mais
c'est pas ça, c'est que à partir du moment où elle estime les sciences, ne pas admettre une théorie qui n'est pas dans la ligne du parti, pour moi c'est aussi méprisable, parce que toute l'histoire des sciences c'est fait par des gens contestateurs. Toute. Quand on regarde les grandes découvertes, c'est depuis la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Galilée, etc. Donc c'est vraiment des gens qui à un moment donné ont eu à lutter contre une pensée unique. Et quelle ancienne ministre, ingénieur, ose dire ça, alors que vous savez, les gens qui disent ça, ils sont pas des fanatiques. Ils analysent des chiffres et ils disent ceux qui ont présenté ces chiffres au monde entier, ces fameux organismes comme le GIEC, il y a des fautes, il y a des mensonges scientifiques et personne ne veut les dire. Mais derrière, il y a beaucoup d'argent. Et est-ce qu'ils ont le droit de le dire? S'ils n'ont plus le droit de le dire, si les gens qui sont à France 2 se font mettre à la porte à partir du moment où ils disent, ils lèvent le doigt, non, où va-t-on? Ça, c'est lamentable. Alors Jean-Luc Boutré, pour en revenir à la COP 21, vous pensez que ce sommet va accoucher d'une souris? Vous savez, la communication sera là pour dire que c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On fait de la politique. On fait pas de... écoutez, ils s'en fichent tous du CO2 quand on regarde ça. C'est des questions de politique. C'est des questions, est-ce que je vais être élu, etc. etc. Non, c'est ça. Et actuellement, on fait pleurer les gens sur n'importe quoi. C'est ça la communication. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que... Par l'émotion. Par l'émotion. On vit par l'émotion et par des choses qui se passent instantanément et on fait des lois derrière. On gouverne, on godille. Tout le temps. L'émotion collective instantanée. Ouais, bon. Alors, de toute façon, ça sera une réussite quand on fait venir, paraît-il, 40 000 personnes. Moi, j'aimerais bien quand même, parce qu'on parle d'économie de CO2, mais quand on voit le bilan carbone... Les déplacements des 40 000, les budgets, mais où prennent-ils l'argent quand je vois toutes ces émissions de télé qui matraquent la COP? Vous voyez plein de pages de journaux. Alors, le dernier que j'ai vu, c'est, je ne sais plus quelle grande revue scientifique que je nommerai pas, un kit survie pour le réchauffement climatique en 2100. Enfin, on rêve. On rêve. Alors que l'on voit tous les jours des vrais problèmes concrets dans la rue. Moi, je viens quand je suis venu à pied, là, etc. Vous voyez les gens qui n'ont rien à manger sur le trottoir. Hein, et que le président de la République se balade avec ses troupes dans les pays pour leur faire... Non, pour qu'il vote en fonction de ce qu'il veut, non. Où est-ce qu'on va? Qu'on commence par régler nos problèmes. Tu vois, le problème de l'immigration, vous avez remarqué, a percuté. Personne n'en parlait trop il y a 4 ou 5 mois, maintenant ça a pris une telle ampleur, il me semble que c'est des problèmes qu'il faut résoudre assez rapidement, sinon on va vers un bazar innommable. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même plus important que la COP 21, je m'excuse pour l'instant. Et pour finir sur une note peut-être un peu moins sinistre, quelle est votre actualité, quelle est l'actualité de votre fédération aujourd'hui? Nous, si vous avez mieux, ce qu'on constate, c'est que grâce à toute cette publicité, tous les promoteurs éoliens, alors se gavent. Il y a 500 promoteurs avec des syndicats puissants, incrustés dans le gouvernement et tout, qui ont réussi pratiquement à essayer d'enlever toutes les lois de protection des citoyens pour mettre leurs éoliennes. Et du reste, ils veulent continuer à les empêcher. Je vous cite juste un petit exemple. Maintenant, des machines dépassent 200 mètres de haut. Et la Fédération environnementale, qui du pied à pied contre les projets, on en fait tomber 1 sur 2 quand même, avait réussi avec des sénateurs, disons, raisonnables, et il y en avait beaucoup, toutes tendances confondues, à faire voter une loi comme quoi il ne fallait plus mettre d'éoliennes à moins d'1 kilomètre des habitations parce qu'il y a des gens malades, il y a ils perdent des valeurs des immobilières, il y a tout ça, mais il y a des gens qui sont malades. Donc autant éviter. Donc les sénateurs ont voté la loi. Et les promoteurs sont revenus, et M. Brotte, député PS, à l'aide de M. Baupin et sa troupe, ont réussi à casser la loi. Et du reste, si je suis méchant, je dirais que M. Brotte a été récompensé en étant nommé président de RDF avec un salaire, c'est public, c'est de 400 000 euros par an, un peu moins de 400 000 euros par an. Donc le lendemain du vote de la loi, vous voyez, donc un petit peu où on va. Donc nous on se bat, c'était une loi qui était saine, et elle était... C'est pas normal. Donc actuellement on est à 6 000 à peu près éoliennes. Si on suit la COP 21,
enfin pardon, d'abord la transition énergétique et qu'on commence à aller vers les rapports de l'ADEME, on va vers 50 000 éoliennes. Alors je ne sais pas si vous voyez le dégât sur la France. Donc il y a partout, il y a des associations qui luttent et ceux qui veulent, qui s'inquiètent de ça et qui veulent essayer, c'est Fédération Environnement Durable, hein. Notre site c'est environnementdurable.net. Qui regardent le site et franchement, et vous savez, nous sommes tous des bénévoles. Alors c'est ce qui fait notre force, c'est-à-dire que on reçoit pas de crédit. On a des experts dans tous les domaines, des gens qui nous ont rejoints, qui bénévolement passent leur temps à analyser les lois, la technique et tout. Donc on s'est mis au niveau de nos adversaires. Alors c'est une lutte, si vous voulez, pied à pied, sans méchanceté, que des moyens légaux. Mais on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire, dès qu'on peut arrêter quelque chose par une loi, alors on va en tribunal administratif, il y a des prises illégales d'intérêt, on attaque, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne s'il faut. Non, pas de problème. De ce côté-là, on est équipé, donc on se bat. Et on essaie d'arrêter cette catastrophe. Jean-Luc Buttré, avant notre entretien, vous me disiez que vous alliez profiter de la COP21 pour organiser une conférence au musée Montmartre à Paris. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est pas moi qui l'organise, c'est-à-dire, vous savez, Montmartre, c'est un lieu contestataire dans l'histoire. Et le directeur du musée a estimé que devant cette espèce d'envahissement de la communication où tout le monde est obligé de dire la même chose, peut-être qu'une petite voix sur la colline de Montmartre pourrait dire des choses différentes. Donc, moi, je ferai une conférence de presse. J'espère qu'il y aura des... ça serait quel jour? Ça sera, je crois que c'est le 2 décembre, enfin on dira ça quand on aura tout fixé, les heures et les dates, pour essayer de dire aux grandes agences de presse, et j'espère qu'elles viendront et qu'elles auront le droit de parler, parce que maintenant ça peut aussi poser aussi le problème du contrôle des agences de presse. Et je voudrais surtout dire à tous ceux tous les Français qui m'écoutent, c'est que c'est pas, ce que j'ai dit, c'est pas... Ça les touche directement. Je leur demande simplement de regarder leur facture d'électricité. Aujourd'hui, il y a une taxe en bas qui est de 18% de la facture, qui va augmenter, enfin la facture va encore augmenter de 11% l'année prochaine. Et quelqu'un qui paye 1 000 €, il paye 130 €, il va payer prochainement, dans quelques années, le double de sa facture, c'est-à-dire 1 000 € de plus. Et s'il a du chauffage, ça fera 3 000 € de plus. Donc c'est pas un truc ésotérique, hein, c'est concret pour les gens. Et justement, on essaiera de dire pourquoi on lutte, pourquoi on a d'autres solutions et pourquoi on n'est pas les seuls du reste à lutter, parce qu'en Europe, il y a près de 1000 associations et fédérations qui luttent. Merci Jean-Luc Buttré. Merci.